Le soleil de plomb de cet été 1885 écrasait les rues poussiéreuses de Valrock, une petite ville frontière où la chaleur n'avait d'égal que la tension ambiante. Thomas Duroy, le shérif local, essuya la sueur qui perlait sur son front marqué par le temps. Cela faisait près de 10 ans qu'il portait l'étoile, une décennie qu'il avait vieilli bien au-delà de ses 40 ans, creusant des sillons profonds sur son visage buriné. « Shérif, shérif Duroy !» La voix paniquée d'Henri, le propriétaire de l'épicerie générale, déchira le silence pesant de l'après-midi. « Vite, on tient une voleuse !» Une de ses filles des tribus. Thomas laissa échapper un soupir las, repoussant la paperasse qui encombrait son bureau. Les relations entre les colons et les tribus locales étaient à couteau tiré depuis des mois. Cet incident n'allait faire que jeter de l'huile sur le feu. Dans l'épicerie, une petite foule s'était déjà massée autour d'une adolescente aux longs cheveux noirs et au regard sombre, brûlant de défiance. Ses mains étaient liées par une corde grossière, mais elle gardait le menton haut, malgré les regards hostiles qui la transperçaient. Au sol gisaient quelques denrées éparpillées, de la viande séchée, une boîte de haricots et un petit sac de farine. « Je l'ai surprise en train de fourrer ça sous ses vêtements », expliqua Henri, le visage cramoisi de colère. « Sale petite voleuse !» Thomas observa la jeune fille. Elle était maigre, effrayante de maigreur, et ses vêtements n'étaient que des haillons couverts de poussière. Elle ne devait pas avoir plus de 16 ans. Son expression bravache peinait à dissimuler une terreur profonde. « Comment t'appelles-tu » demanda Thomas d'une voix ferme, mais dénuée de méchanceté. La jeune fille resta muette, fixant un poing invisible par-dessus l'épaule de l'homme de loi. « Elle ne parlera pas » cracha Henri. « Elle ne comprend sans doute même pas notre langue. C'est de la graine de sauvage, ça. »« Ça suffit, Henri » coupa sèchement Thomas. Il s'agenouilla pour ramasser les objets volés. Ce n'étaient pas des produits de luxe, mais le strict nécessaire pour survivre. « Je m'en occupe » annonça-t-il à la foule. « Retournez à vos occupations. » En escortant la jeune fille vers le poste de police, Thomas remarqua qu'elle scrutait les alentours avec une anxiété fébrile, comme si elle cherchait quelqu'un. Une fois à l'intérieur du modeste bâtiment qui abritait 2 cellules, il trancha les liens qui entravaient ses poignets. « Je suis le shérif Duroy », dit-il en lui tendant un gobelet d'eau qu'elle accepta avec méfiance. « J'ai besoin de ton nom. » Après un long silence, elle finit par parler. Son français était hésitant, mais compréhensible. « Naya, Naya », répéta-t-il doucement. « Pourquoi volais-tu de la nourriture ?» Elle se mura de nouveau dans le silence, massant ses poignets là où la corde avait laissé des marques rouges. « Je dois savoir si tu viens de la réserve », insista Thomas. « Je dois savoir qui est ta famille. »« Pas de réserve », dit-elle fermement. « Pas de famille. » Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Thomas avait passé sa vie à débusquer le mensonge sur les visages des hommes, et il savait qu'elle cachait quelque chose. Il décida de changer de tactique. « Tu dois être affamé. » Il sortit du pain et de la viande séchée de son tiroir, son propre déjeuner. « Mange un peu, nous parlerons après. » Tandis que Naya mangeait, d'abord lentement puis avec une urgence qui trahissait sa famine, Thomas l'observa attentivement. La plupart des voleurs dans sa situation auraient été terrorisés ou agressifs, mais Naya semblait préoccupée. Ses yeux revenaient sans cesse vers la petite fenêtre qui donnait sur la rue. « Tu attends quelqu'un, Naya ?» La question la fit sursauter. Sa main se figea à mi-chemin de sa bouche et l'espace d'un instant, une panique pure traversa son regard avant qu'elle ne reprenne le contrôle. « Non », répondit-elle trop vite. Ce soir-là, alors que le soleil incendiait l'horizon de teintes orangées, Thomas prit une décision qui le surprit lui-même. Le conseil municipal exigerait une punition exemplaire, probablement l'envoi dans un pensionnat gouvernemental pour une rééducation ou pire, un procès. Aucune de ces options ne lui convenait. « Naya », dit-il en déverrouillant la porte de la cellule. « Je t'emmène chez moi ce soir. Nous aviserons demain. » Elle lui jeta un regard lourd de suspicion. « Je vis seul, » expliqua-t-il. « Ma femme, Élise, est morte il y a 5 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. J'ai une chambre d'amis. Ce sera mieux que cette cage. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, la première question qu'elle formulait d'elle-même. Thomas pesa ses mots. « Parce que je crois que ton histoire ne se résume pas à un vol de nourriture. Et je voudrais la connaître avant que cette ville ne te condamne. » Dans sa modeste maison à la lisière de la ville, Thomas installa Naya dans la petite chambre qui avait été destinée aux enfants que lui et Élise n'avaient jamais eus. Alors qu'il préparait un dîner simple, il remarqua que Naya enveloppait discrètement une partie de la nourriture dans une serviette pour la glisser dans sa poche. Plus tard dans la nuit, un bruit tira Thomas de son sommeil léger, le grincement discret de la porte d'entrée.
Il saisit son arme et se déplaça sans bruit dans la maison obscure, juste à temps pour voir la silhouette de Naya se glisser au dehors. Au lieu de l'interpeller, il la suivit à distance. Elle avançait avec détermination sous la clarté lunaire, se dirigeant vers une cabane de mineurs abandonnée à 1 kilomètre de la ville. Thomas l'observa s'agenouiller près d'une petite forme recroquevillée dans l'embrasure de la porte. Une enfant, pas plus âgée que 6 ou 7 ans. « Kimi » chuchota Naya, sa voix portant dans le calme de la nuit. « J'ai apporté à manger. Tu n'es pas blessé ?» Tout s'éclaira soudain pour Thomas. Naya ne volait pas pour elle-même. Elle risquait sa vie pour nourrir sa petite sœur. L'homme de loi resta caché, observant Naya envelopper tendrement les épaules de l'enfant dans une couverture. La ressemblance était frappante. Les mêmes traits délicats, bien que le visage de la plus jeune soit encore arrondi par l'enfance. Mais contrairement à la défiance de son aîné, les yeux de la petite ne reflétaient que la peur et l'épuisement. « Tu dois manger, Kimi », insista Naya en déballant les vivres qu'elle avait pris sur la table de Thomas. « Doucement. » Thomas avança délibérément, faisant assez de bruit pour ne pas les surprendre trop brutalement. Naya poussa immédiatement sa sœur derrière elle, se dressant comme un rempart. « C'est donc pour ça que tu volais », dit doucement Thomas, remettant son arme à l'étui pour montrer ses intentions pacifiques. Les yeux de Naya se plissèrent. « On part maintenant, tu ne nous arrêtes pas. »« Vous arrêtez pour quoi faire? Pour aller où ?» Thomas garda ses distances, conscient de la terreur de la fillette. « Naya, c'est le milieu de la nuit. Ta sœur est épuisée et affamée. »« Des hommes nous cherchent, » lâcha Naya, la voix étranglée par la peur. « Des hommes malveillants ?» Thomas sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur nocturne. « Qui vous cherche, Naya ?» Pendant un long moment, elle garda le silence, évaluant si elle pouvait lui faire confiance. La petite Kimi murmura quelque chose dans leur langue natale. Ces mots semblèrent briser la résistance de Naya, dont les épaules s'affaissèrent. « Les agents du gouvernement, finit-elle par avouer. Ils disent que Kimi doit aller à l'école, très loin. Ils disent que je suis trop vieille, que je dois travailler comme servante pour une famille blanche. » Thomas comprit immédiatement. C'était la politique d'assimilation forcée, séparer les fratries, envoyer les plus jeunes dans des pensionnats éloignés et placer les adolescents comme main-d'œuvre bon marché. Cette pratique le répugnait. « C'est pour ça que vous avez fui, pour rester ensemble ?» Naya hocha la tête une fois, le regard rivé sur celui du shérif. « Où sont vos parents ?»« Morts, » répondit-elle d'un ton plat. « Les soldats sont venus, puis la maladie. Mère et père partis. Il ne reste que Naya et Kimi. » L'histoire n'était que trop familière. La maladie suivait toujours les conflits, décimant des familles entières qui n'avaient aucune défense immunitaire. Thomas sentit son estomac se nouer. « Écoute-moi, Naya, dit-il avec précaution. Je ne vais pas te séparer de ta sœur, mais cette cabane n'est pas sûre, et tu ne peux pas continuer à voler. Tu te feras prendre à nouveau, et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour vous protéger. » Il vit l'indécision traverser les traits de la jeune fille. La petite Kimi risqua un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa sœur, étudiant Thomas avec la curiosité directe des enfants. « Venez chez moi, poursuivit Thomas, toutes les deux. Vous aurez un vrai lit, à manger. Demain, nous trouverons une solution. Je vous promets que personne ne vous emmènera nulle part. »« Pourquoi tu aides ?» demanda Naya, la méfiance toujours présente. Thomas pensa à Élise, aux enfants dont ils avaient rêvé avant que la fièvre ne l'emporte. « Parce que c'est la chose juste à faire, » répondit-il simplement, « et parce que personne ne devrait avoir à se battre autant juste pour rester avec sa famille. » Thomas avança avec une lenteur calculée, faisant craquer une brindille pour ne pas les surprendre trop brutalement. Aussitôt, Naya repoussa sa cadette derrière elle, adoptant une posture de combat. « C'est donc pour ça que tu volais ?» dit doucement Thomas. Il rengaina son arme ostensiblement pour apaiser la tension. Les yeux de Naya se plissèrent, deux fentes noires dans l'obscurité. « On part, maintenant, tu ne nous arrêtes pas. »« Vous arrêtez pour quoi faire? Pour aller où ?» Thomas garda ses distances, conscient de la terreur qui émanait de la petite fille. « Naya, c'est le milieu de la nuit, ta sœur tombe de fatigue et elle a faim. »« Des hommes nous cherchent, » lâcha l'adolescente, la voix étranglée par une peur qu'elle tentait vainement de dissimuler sous sa bravade. « Des hommes dangereux ?»
Thomas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qui sont-ils, Naya? Qui vous traque ?» Elle garda le silence un long moment, pesant le risque de lui faire confiance. La petite Kimi murmura quelques mots dans leur langue natale, des syllabes douces et rapides que Thomas ne comprenait pas. Quoi qu'elle ait dit, cela fit s'affaisser légèrement les épaules de son aîné. « Les agents du bureau, finit-elle par avouer. Ils disent que Kimi doit aller à l'école, très loin d'ici. Ils disent que je suis trop vieille, que je dois servir dans une famille blanche. » Thomas comprit immédiatement. Les agents gouvernementaux séparaient les familles des tribus, envoyant les jeunes enfants dans des pensionnats éloignés pour les civiliser et plaçant les adolescents comme main-d'œuvre bon marché. Cette pratique lui avait toujours soulevé le cœur. « C'est pour ça que vous avez fui? Pour rester ensemble ?» Naya hocha la tête une fois, sans quitter son visage des yeux. « Où sont vos parents ?»« Morts, dit-elle d'un ton plat, dénué d'émotion apparente. Les soldats sont venus, puis la grande fièvre. Mère et père partis. Il ne reste que Naya et Kimi. » L'histoire tragiquement banale des épidémies suivant les conflits militaires tordit les entrailles du shérif. Il avait vu cela trop souvent. Des familles entières décimées par des maladies contre lesquelles leur corps n'avait aucune défense. « Écoute-moi, Naya, dit-il avec gravité. Je ne vais pas te séparer de ta sœur. Mais cette cabane tombe en ruine, ce n'est pas sûr. Et tu ne peux pas continuer à voler de la nourriture. Tu te feras prendre à nouveau et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour intervenir. » Il vit l'indécision livrer bataille sur les traits de la jeune fille. La petite Kimi risqua un œil par-dessus l'épaule de sa sœur, étudiant Thomas avec cette curiosité directe propre aux enfants. « Venez à la maison, poursuivit Thomas, toutes les deux. Vous aurez un endroit convenable pour dormir, un repas chaud. Demain, nous réfléchirons à la suite. Je vous fais le serment que personne ne vous emmènera nulle part. »« Pourquoi tu aides ?» demanda Naya, la méfiance suintant de chaque mot. Thomas pensa à Élise, aux enfants qu'ils avaient rêvé d'avoir avant que la maladie ne l'emporte elle aussi. « Parce que c'est ce qu'il faut faire, répondit-il simplement, et parce que personne ne devrait avoir à se battre autant juste pour rester avec sa famille. » Une fois chez lui, Thomas fit chauffer de la soupe pendant que Naya aidait Kimi à se débarbouiller. La plus jeune restait muette en sa présence, mais il l'entendait chuchoter à sa sœur dans le dialecte de ses ancêtres. Lorsqu'elle revint dans la cuisine, le visage de Kimi était propre et ses cheveux soigneusement tressés par les mains habiles de Naya. Au cours de ce repas frugal, Thomas en apprit davantage sur leur situation. Leurs parents avaient péri lors d'une épidémie dans la réserve de Son Rocco, près d'1 an auparavant. Sans famille pour les réclamer, les sœurs avaient été ciblées par les fonctionnaires chargés de l'application des politiques d'assimilation. « Nous sommes partis il y a 3 lunes, expliqua Naya, surveillant Kimi qui commençait à somnoler contre son épaule. Caché dans les montagnes, venu en ville pour manger parfois, Kimi a été malade une fois, très peur. Et les hommes qui vous cherchent, les as-tu vus à Valrock ?» Naya hocha gravement la tête. « Il y a 2 jours, un homme avec des papiers posait des questions. On s'est mieux caché après. » Thomas se frotta le menton, pensif. Si des agents fédéraux recherchaient activement les filles, sa position de shérif compliquait singulièrement les choses. Les hébergés pouvaient lui coûter son insigne, voire pire. « Demain, j'irai en ville voir ce que je peux apprendre, » décida-t-il. « Toi et Kimi, restez ici, à l'intérieur. Ne vous approchez pas des fenêtres. Tu peux faire ça ?» Après avoir installé les 2 fugitives épuisées dans la chambre d'amis, Thomas resta assis à sa table de cuisine jusque tard dans la nuit, retournant les possibilités dans son esprit. À l'aube, sa décision était prise. Le lendemain matin, il se rendit en ville plus tôt que d'habitude, saluant d'un signe de tête les quelques citoyens déjà levés. Au bureau du télégraphe, il envoya un message à un vieil ami, un avocat établi à Saint-Rémy, connu pour défendre les intérêts des indigènes contre les abus de l'administration. À l'épicerie générale, Thomas s'enquit l'air de rien de la présence d'étrangers en ville. Henri confirma involontairement l'histoire de Naya en mentionnant des fonctionnaires qui posaient des questions sur des « sauvages en fuite ». « Dommage pour ces orphelines », remarqua prudemment Thomas. « J'ai entendu dire qu'elles auraient pu filer vers le nord, vers les territoires. »« Bon débarras, » marmonna Henri. « On n'a pas besoin de leur espèce par ici. » Thomas ravala une réplique cinglante, se rappelant la position délicate dans laquelle il se trouvait. Au lieu de cela, il acheta des provisions supplémentaires, des vêtements d'enfants
et une petite poupée de chiffon qui attira son regard avant de retourner chez lui. Il trouva Naya en train d'apprendre à Kimi comment repriser une couture déchirée de sa robe, utilisant du fil et une aiguille trouvée dans la vieille boîte à couture d'Élise. Cette scène domestique le frappa avec une force inattendue. Sa maison vide semblait soudain vivante, animée par la présence de ses enfants. « J'ai demandé de l'aide », annonça-t-il à Naya en posant ses achats. « Un ami qui connaît la loi. En attendant sa réponse, toi et Kimi resterez ici. » Kimi leva vers lui des yeux solennels avant de se tourner vers sa sœur pour lui poser une question dans sa langue. Naya répondit doucement, puis se tourna vers Thomas. « Elle demande si tu es comme les autres hommes blancs, ceux qui prennent des enfants. » Thomas posa un genou à terre pour croiser directement le regard de Kimi. « Non, petite, je ne t'emmènerai nulle part où tu ne veux pas aller, et je ne laisserai personne te séparer de ta sœur. » Il ignorait si elle comprenait ces mots, mais quelque chose dans son expression dut la rassurer, car elle lui offrit un sourire minuscule et hésitant, le premier qu'il voyait sur son visage. Ce soir-là, alors que Thomas préparait le dîner avec l'aide de Naya, il réalisa avec une clarté saisissante qu'il avait déjà commencé à ne plus considérer les filles comme des invités temporaires, mais comme quelque chose de plus permanent. Cette pensée l'effraya autant qu'elle l'exalta. « Shérif » lança soudain Naya, interrompant le fil de ses pensées. « Que se passera-t-il quand ton ami arrivera ?»« Il s'appelle Julien, » répondit Thomas, « et il nous aidera à trouver un moyen légal pour que Kimi et toi restiez ensemble, en sécurité. »« Avec toi ?» demanda-t-elle, son expression indéchiffrable. Thomas pesa soigneusement ses mots avant de répondre. « Si c'est ce que vous souhaitez toutes les deux, oui, avec moi, mais c'est une décision pour plus tard. » La nuit enveloppa la petite maison. Thomas se retrouva dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, veillant sur le sommeil des deux sœurs. Kimi était blotti en chien de fusil contre le flanc de Naya, en toute confiance. Leur respiration était profonde et régulière. Pour la première fois depuis des années, sa maison ressemblait à autre chose qu'un simple endroit où poser sa tête. « Élise » chuchota-t-il à la mémoire de sa femme. « Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire quand tu affirmais que la famille, c'est bien plus que le sang. » Une semaine s'écoula, les filles restant cachées à l'abri des murs de Thomas. Chaque jour apportait son lot de petits changements. Le silence craintif de Kimi laissait peu à peu place à des questions curieuses, formulées dans un français approximatif. La méfiance de Naya s'adoucissait à mesure qu'elle observait la bienveillance constante du shérif. De son côté, Thomas se surprenait à adapter ses habitudes de vieux garçon à la présence des enfants avec une aisance déconcertante. Par un chaud jeudi après-midi, alors que Thomas apprenait à Kimi à jouer aux dames et que Naya épluchait des légumes pour le dîner, un coup frappé à la porte les figea sur place. « Cachez-vous » chuchota Thomas d'une voix urgente. « Dans ma chambre, au fond !» Une fois les filles disparues, Thomas composa son visage et ouvrit la porte. Un homme de haute taille, vêtu d'un costume élimé par les voyages, se tenait sur son porche. « Shérif du roi ?» L'homme tendit la main. « Julien Vasseur, votre télégramme disait que c'était urgent. » Un flot de soulagement envahit Thomas en reconnaissant son vieil ami. « Julien, Dieu merci. Entre, mais parle bas. » Une fois à l'intérieur, Thomas exposa rapidement la situation. Julien écouta avec attention, prenant quelques notes dans un petit carnet relié de cuir. « Donc, » résuma l'avocat en se massant la tempe, « tu héberges 2 enfants des tribus que le gouvernement recherche activement. Thomas, réalises-tu que tu es en train de t'enfoncer dans des sables mouvants juridiques ? » « Je ne pouvais pas simplement les livrer, » se défendit le shérif. « Tu sais ce qui arrive à ces enfants dans ces soi-disant écoles, et les séparer après tout ce qu'elles ont traversé. » Julien leva une main apaisante. « Je ne dis pas que tu as eu tort moralement. Je dis que légalement, nous marchons sur une corde raide. Où sont-elles ?» Thomas appela doucement vers le couloir. Après un moment d'hésitation, Naya émergea avec précaution, gardant Kimi partiellement dissimulé derrière elle. « Les filles, voici Maître Vasseur, l'ami dont je vous ai parlé. Il est là pour nous aider. » Julien sourit doucement. « Bonjour Naya. Bonjour Kimi. Vous pouvez m'appeler Julien. » Il enchaîna avec fluidité quelques salutations dans leur langue natale,
ce qui fit écarquiller les yeux de Kimi. « Tu parles nos mots » demanda Naya, impressionnée malgré elle. « Seulement un peu » admit Julien. « J'ai travaillé avec ton peuple par le passé. » Au dîner, Julien expliqua la complexité de la situation à Thomas, tandis que les filles écoutaient attentivement. Les agents des affaires indigènes ont des documents classant Naya et Kimi comme pupilles de l'État suite au décès de leurs parents, exposa-t-il. Selon la politique actuelle, ils ont toute autorité pour placer les enfants où bon leur semble. Pensionnats séparés, placement professionnel, voire adoption dans des familles blanches. « Mais ce sont des sœurs, protesta Thomas. Il doit bien y avoir une considération pour le maintien des liens familiaux. » L'expression de Julien s'assombrit. « Tu sais aussi bien que moi que le mot « famille » a un sens très différent pour le gouvernement lorsqu'il s'agit des enfants natifs. » Naya, qui avait suivi la conversation avec intensité, prit la parole. « On ne va pas à des endroits différents, on reste ensemble. »« C'est ce que nous voulons aussi, Naya, » l'assura Julien. « Et je pense voir une voie à suivre, bien qu'elle ne soit pas sans risque. » Il se tourna vers Thomas. « À quel point es-tu engagé envers ces enfants, Thomas ? Pas juste pour les aider temporairement, mais pour leur avenir. » Thomas sentit le poids de 3 paires d'yeux braqués sur lui. « Totalement, » dit-il sans la moindre hésitation, quoi qu'il en coûte. « Alors notre meilleure option est l'adoption légale, » déclara Julien. « Toi, en tant qu'officier de loi respecté avec une réputation impeccable, tu vas déposer une requête pour adopter les 2 filles. » Le mot « fille » provoqua une secousse dans la poitrine de Thomas. Il jeta un coup d'œil à Naya, dont le visage était devenu intensément concentré. « Cela fonctionnerait » demanda Thomas. « Le gouvernement me laisserait simplement les adopter ?»« Pas facilement, prévint Julien. Nous devrons plaider que les filles ont déjà commencé une assimilation réussie sous ta garde, que les séparer causerait un traumatisme inutile, que ta position dans la communauté te rend uniquement qualifié pour t'assurer qu'elles deviennent des citoyennes productives. J'utilise leur langage, pas le mien, ajouta-t-il avec une grimace de dégoût. « Et si Thomas nous adopte » dit lentement Naya, testant ce concept inconnu. « Les hommes ne peuvent pas prendre Kimi, ni moi ?»« Pas légalement, confirma Julien. Vous seriez ses enfants aux yeux de la loi. » Plus tard, cette nuit-là, après que Julien se fut retiré dans la chambre d'amis, les filles dormant désormais dans la chambre de Thomas, le shérif s'assit seul sur son porche. Il contemplait l'ampleur de ce qu'il envisageait. Devenir père, non pas temporairement, mais légalement et définitivement, de 2 filles apaches dans une ville où beaucoup voyaient leur peuple avec suspicion, voire hostilité. Le bruit de la porte s'ouvrant interrompit ses réflexions. Naya sortit, s'enveloppant dans un châle pour contrer la fraîcheur nocturne. « Tu réfléchis fort » observa-t-elle en s'asseyant sur la marche à côté de lui. Thomas eut un faible sourire. « Oui. »« À propos de faire de nous tes enfants ?»« À propos de ce que cela signifie, » clarifia-t-il. « Pour nous tous. »« C'est un grand changement, » dit Naya. Elle resta silencieuse un long moment, fixant le ciel constellé d'étoiles. « Quand nos parents sont morts, j'ai promis de garder Kimi en sécurité pour toujours, mais son cœur est seul. » Sa voix trembla légèrement. « Elle a besoin de plus que juste moi. »« Et toi, de quoi as-tu besoin, Naya ?» demanda doucement Thomas. La question sembla la surprendre. Personne n'a demandé ça avant. Elle réfléchit soigneusement. « J'ai besoin que Kimi soit en sécurité. J'ai besoin de ne plus avoir peur tout le temps. J'ai besoin... » Elle hésita. « J'ai besoin d'appartenir à quelque part. Encore une fois. »« Tu pourrais appartenir ici ?» dit Thomas d'une voix douce. « Toutes les 2. Ce ne sera pas facile. Il y aura des gens en ville qui ne comprendront pas ou n'approuveront pas. Mais cela pourrait être votre maison, si vous le voulez. »« Pourquoi tu fais ça ?» demanda Naya, posant enfin la question qui la tourmentait depuis le début. « Pourquoi prendre ce risque pour des filles comme nous ?» Thomas pensa à Élise, à la famille qu'ils avaient planifiée ensemble, au vide dans sa vie depuis sa perte. Mais il y avait plus que le simple besoin de combler un manque. « Parce que lorsque je t'ai trouvé en train de voler de la nourriture pour garder ta sœur en vie, j'ai vu quelque chose que j'ai reconnu, » dit-il lentement. « Ce genre de courage et d'amour qui font une famille. Et peut-être que je cherchais une famille à laquelle appartenir, moi aussi. »
Le lendemain matin apporta une nouvelle détermination. Julien exposa sa stratégie. Ils auraient besoin de références de moralité de la part de membres respectés de la communauté, de preuves des progrès des filles en éducation et en assimilation, et de la démonstration que Thomas pouvait fournir un foyer stable. Les agents fédéraux rôdent toujours dans le secteur, avertit Julien. Nous devons agir vite avant qu'ils ne remontent la piste jusqu'ici. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Thomas commença à introduire prudemment l'idée de l'adoption auprès des habitants en qui il avait confiance. Mademoiselle Bertrand, l'institutrice du village, accepta de témoigner des progrès scolaires des filles. Après les avoir examinées, le docteur Morin, qui avait toujours soigné les indigènes avec le même dévouement que les colons, fournit des certificats attestant de leur bonne santé. Tout le monde n'était pas favorable. Le maire Gauthier exprima ses inquiétudes quant aux précédents que cela créerait, et plusieurs habitants remirent ouvertement en question le jugement du shérif. Mais à sa grande surprise, d'autres se manifestèrent avec un soutien inattendu. Madame Leroux, la boulangère, apporta du pain frais et proposa d'apprendre à Kimi l'art de la pâtisserie. Le père Anselme prêcha publiquement sur la charité chrétienne qui devait transcender les barrières raciales. Naya, toujours observatrice, remarqua le changement d'atmosphère en ville. « Certains nous regardent différemment maintenant », fit-elle remarquer un soir alors qu'ils revenaient de l'épicerie, où Thomas avait commencé à les emmener pour de brèves visites. « Comment ça ?» demanda Thomas. « Comme si nous étions des personnes », répondit-elle simplement. « Pas juste des sauvages. » Thomas ressentit à la fois de la fierté pour sa communauté et une pointe de tristesse à l'idée qu'une telle reconnaissance fondamentale puisse lui sembler si extraordinaire. Le tournant décisif survint de manière inattendue. Lors de l'office du dimanche, auquel Thomas assistait désormais avec les filles, la petite Kimi, qui apprenait des cantiques avec mademoiselle Bertrand, se joignit au chœur. Sa voix claire et pure s'éleva au-dessus de l'assemblée, entonnant les versets de grâce infinie. Après la surprise initiale, l'église se tut, ne laissant résonner que la voix innocente de l'enfant. Lorsqu'elle eut terminé, un silence profond s'installa avant que le père Anselme ne pose doucement sa main sur la tête de la fillette. « En vérité, le Seigneur parle par la voix des enfants, dit-il, les yeux brillants d'émotion. Il nous rappelle que nous sommes tous ses enfants, peu importe notre lieu de naissance ou la couleur de notre peau. » Cet après-midi-là, alors qu'ils partageaient le repas dominical avec Julien, qui travaillait sans relâche sur leur dossier, l'avocat afficha un large sourire. « Je pense que le vent a tourné, annonça-t-il. La pétition pour l'adoption bénéficie d'un soutien important de la communauté. Mais plus important encore, j'ai découvert un vice de procédure dans les documents de tutelle originaux déposés par l'agence. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Thomas, l'espoir gonflant sa poitrine. « Cela signifie, expliqua Julien, qu'avec une journée de préparation supplémentaire, nous pouvons déposer notre requête auprès du tribunal territorial. Et je crois que nous avons une réelle chance de l'emporter. » Ce soir-là, alors que Thomas bordait Kimi, un rituel devenu précieux pour tous les deux, elle le regarda avec gravité. « Thomas, dit-elle, utilisant son prénom directement pour la première fois, si tu deviens notre père, comment devrons-nous t'appeler ?» La question simple le prit au dépourvu, l'émotion lui serrant la gorge. « Eh bien, tu pourras toujours m'appeler Thomas, ou tu pourras m'appeler papa, si tu le souhaites. » Kimi réfléchit sérieusement avant d'hocher la tête. « Je pense que j'aimerais t'appeler papa, décida-t-elle, avant d'ajouter avec la franchise des enfants. Je ne me souviens plus du visage de mon premier papa, mais je pense qu'il serait heureux que j'en ai un nouveau. » Thomas déglutit difficilement, repoussant doucement une neige de cheveux du front de l'enfant. « Je pense qu'il le serait aussi, ma puce, et je te promets de faire de mon mieux pour être digne de cet honneur. » Dans l'encadrement de la porte, inaperçue, Naya observait la scène, une larme unique traçant son chemin sur sa joue. Le palais de justice de la grande ville bourdonnait d'activité lorsque Thomas, Julien, Naya et Kimi franchirent les lourdes portes de chêne. Thomas sentait le poids des regards sur eux. Un shérif blanc dans son meilleur costume, accompagné de 2 filles apaches vêtues de robes neuves que madame Leroux avait aidé à coudre pour l'occasion. « Souvenez-vous, » murmura Julien alors qu'il prenait place. « Laissez-moi parler. Le juge posera peut-être des questions aux filles, mais sinon, restez calme et digne. » Thomas acquiesça, la gorge nouée par l'anxiété. De l'autre côté de l'allée, il repéra 2 hommes en costume gris.
les agents des affaires indigènes qui avaient déposé une objection à la demande d'adoption. L'un d'eux étudiait Naya avec un calcul froid qui réveilla les instincts protecteurs du shérif. La petite main de Kimi se glissa dans la sienne, et il la pressa doucement. « Tout va bien se passer », chuchota-t-il, autant pour se rassurer lui-même que pour l'apaiser. « La cour est ouverte, présidée par l'honorable juge Armand », annonça l'huissier. « Veuillez vous lever. » Les débats commencèrent par les présentations formelles. Julien présenta leur requête avec une éloquence précise, soulignant le soutien de la communauté, l'intégration réussie des filles et la moralité exemplaire de Thomas. Puis vint le tour de l'opposition. « Monsieur le juge », commença le plus grand des agents, « ces enfants sont pupilles du gouvernement. Le shérif du roi n'a aucun lien de sang ni aucune connexion tribale pour justifier cette demande d'adoption hautement irrégulière. » « Et pourtant, répondit le juge Armand en regardant par-dessus ses lunettes, j'ai devant moi des lettres d'une institutrice, d'un médecin, d'un prêtre et de 12 autres citoyens respectables de Valrock attestant de l'environnement positif que le shérif du roi a fourni. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, le sentiment ne peut l'emporter sur la politique, insista l'agent. Le gouvernement fédéral a établi des programmes spécifiquement conçus pour l'assimilation de ces enfants en les séparant de leur milieu d'origine. En séparant des sœurs qui ont déjà perdu leurs parents, contra Julien, sa voix maîtrisée mais vibrante de passion. En envoyant une enfant de 7 ans à des centaines de kilomètres de sa seule famille restante, le débat se poursuivit, les arguments juridiques fusant de part et d'autre, tandis que Thomas se sentait de plus en plus impuissant. Ce langage technique et ces citations de règlement semblaient bien loin de la vérité simple qu'il connaissait. Ses filles étaient à leur place avec lui, et lui avec elles. Après près d'1 heure, le juge Armand leva la main. « Je voudrais entendre les enfants elles-mêmes. » Il posa un regard bienveillant sur Naya et Kimi. « Jeunes filles, voulez-vous approcher de la barre ?» Thomas leur fit un signe d'encouragement. Kimi s'agrippa à la main de sa sœur, sa confiance vacillant dans ce cadre solennel. « Bien, dit le juge d'un ton plus doux. Naya, c'est exact ? Quel âge as-tu, mon enfant ? 16 étés, monsieur, répondit-elle clairement, se tenant droite malgré sa nervosité évidente. Et tu comprends ce que le shérif du roi propose ? Qu'il souhaite vous adopter légalement, toi et ta sœur, comme ses filles ? Oui, monsieur, il souhaite être notre père. Et est-ce ce que tu veux ? Naya jeta un coup d'œil vers Thomas avant de répondre. Quand nos parents sont morts, je pensais que plus personne ne prendrait soin de nous. Je pensais que je devais être mère, terre, tout pour Kimi. Sa voix s'affermit. Le shérif Thomas, il n'essaie pas de nous faire oublier qui nous sommes. Il apprend nos mots, nous apprenons les siens. Il dit que nous pouvons garder nos noms tout en ayant de nouveaux pour l'école. Il nous fait nous sentir en sécurité. Le juge hocha la tête, pensif, puis tourna son attention vers Kimi. « Et toi, petite, que penses-tu de tout cela ?» Kimi leva les yeux vers l'imposante figure derrière le haut bureau. Pendant un instant, Thomas craignit qu'elle ne soit trop intimidée pour parler, mais sa voix claire remplit la salle d'audience. « Je l'appelle papa maintenant, » dit-elle simplement. « Il me lit des histoires, m'apprend à jouer aux dames et ne se fâche jamais quand je parle ma langue. Et il a promis que personne ne m'enlèverait jamais à Naya. » Un murmure parcourut la salle. L'expression du juge s'adoucit de manière imperceptible. « Merci, les filles. Vous pouvez retourner à vos places. » Alors que les arguments juridiques reprenaient, Thomas se surprit à observer non pas le juge ou les avocats, mais le bras protecteur de Naya autour des épaules de Kimi. La façon dont elle se penchait légèrement vers lui, malgré la séparation formelle du tribunal. En quelques semaines, ils étaient devenus une famille, de toutes les manières qui comptaient vraiment. Maintenant, ils se battaient pour que la loi reconnaisse ce que leur cœur savait déjà. Après ce qui sembla être une éternité, le juge Armand s'éclaircit la voix. « J'ai entendu suffisamment d'arguments des deux parties. La cour se retire pour 1 heure afin de délibérer. » L'heure qui suivit fut la plus longue de l'existence de Thomas. Ils attendirent dans une petite antichambre, l'estomac noué, incapable d'avaler les provisions que Julien avait prévoyantes apportées. Kimi somnolait contre le flanc de Thomas, tandis que Naya faisait les 100 pas dans l'espace exigu, l'anxiété tendant chaque muscle de son corps.
Et s'il dit non, finit-elle par demander, exprimant la peur qui les hantait tous. Alors nous ferons appel, répondit Julien du tac au tac. Et s'il le faut, nous trouverons un autre moyen. Je te le promets, Naya, nous n'abandonnerons pas. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'audience, Thomas remarqua que la foule avait grossi. La rumeur de cette affaire inhabituelle s'était apparemment répandue. Il reconnut plusieurs visages familiers de Valrock qui avaient fait le voyage jusqu'à la ville pour manifester leur soutien. « La cour est ouverte », annonça l'huissier au retour du juge Armand. « Veuillez vous asseoir », ordonna le magistrat en arrangeant ses dossiers devant lui. Le silence se fit, lourd et épais. Cette affaire soulève des questions complexes à l'intersection de la politique fédérale et de nos lois sur l'adoption, commença le juge. Elle pose également de profondes considérations morales quant au bien-être d'enfants ayant déjà subi des traumatismes considérables. Thomas retint son souffle, sentant Naya se raidir à ses côtés. Le Bureau des affaires indigènes a établi des protocoles avec lesquels cette cour ne saurait interférer à la légère, poursuivit le juge, faisant sombrer le cœur de Thomas. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes, et plongea son regard directement dans celui des filles. Cependant, cette cour est également tenue de considérer l'intérêt supérieur des enfants en question. J'ai examiné les témoignages de la communauté, les évaluations scolaires et, plus important encore, j'ai pu observer le lien indéniable qui s'est tissé entre le shérif du roi et ses enfants. Il battit les cartes de ses notes une dernière fois. Il est de la conclusion de ce tribunal que la stabilité, la sécurité et l'unité familiale offertes par cette adoption l'emportent sur l'approche standardisée prônée par l'agence. Thomas osait à peine respirer alors que le juge prononçait la sentence. Par conséquent, la requête d'adoption est accordée, sous réserve que les enfants poursuivent leur éducation et maintiennent des liens appropriés avec leur héritage culturel tout en s'intégrant à leur nouvelle famille. Le marteau du juge s'abattit avec un bruit sec qui résonna comme une délivrance. Cette cour reconnaît aujourd'hui la création d'une nouvelle famille. Le shérif Thomas Duroy est désormais le père légal de Naya Duroy et de Kimi Duroy. Puissiez-vous bâtir ensemble une vie d'harmonie et de respect mutuel. L'audience est levée. Pendant un instant, Thomas resta figé, incrédule, jusqu'à ce que Julien lui donne une tape amicale sur l'épaule. « Félicitations, Thomas, tu es officiellement père. » La réalité de ces mots perça enfin sa stupeur. Thomas se tourna vers les filles, ses filles, et ouvrit grand ses bras. Kimi se jeta immédiatement dans son étreinte, tandis que Naya s'approchait plus lentement, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Nous sommes une famille maintenant, leur dit-il, la voix rauque d'émotion. Par la loi, comme par le choix du cœur. » En quittant le palais de justice pour retrouver l'éclatant soleil de l'après-midi, plusieurs habitants s'avancèrent pour les féliciter. Madame Leroux serra les deux filles contre elle, chuchotant à l'oreille de Naya quelque chose qui lui arracha un sourire à travers ses larmes. Le père Anselme serra fermement la main de Thomas. « Vous avez accompli une œuvre juste, shérif. Votre femme serait fière. » Le voyage de retour vers Valrock fut empreint d'une joie paisible et de projets d'avenir. Thomas et Julien discutaient des aspects pratiques, l'inscription officielle à l'école, l'aménagement de la maison pour mieux accueillir une famille, les papiers nécessaires pour leur nouvelle vie commune. Alors qu'ils approchaient des abords de la ville, Thomas remarqua que Naya contemplait le paysage avec une expression pensive. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-il. « Au chemin » répondit-elle doucement. « Ma mère disait que la vie est faite de nombreux sentiers et que celui qui semble le plus difficile mène parfois aux plus beaux endroits. » Thomas hocha la tête, saisissant la portée de ces mots. « Le jour où tu as été prise en train de voler semblait être le pire jour imaginable. Et pourtant, il a mené ici, termina-t-elle en désignant d'un geste Kimi qui somnolait entre eux sur la banquette du chariot. Vers une famille, à nouveau. Lorsqu'ils atteignirent la maison de Thomas, leur maison désormais, il marqua une pause avant d'ouvrir la porte. « Nous devrions marquer cet instant, dit-il. C'est le premier jour de l'existence officielle de notre famille. » Le visage de Kimi s'illumina. « Comme un anniversaire ?» Thomas rit. « Exactement, comme un anniversaire pour nous trois. » À l'intérieur, ils trouvèrent la maison métamorphosée. Madame Leroux,
Mademoiselle Bertrand et plusieurs autres femmes du village les avaient devancées. La table était dressée pour un festin. Un gâteau trônait sur le buffet et une banderole brodée à la main proclamant « Bienvenue à la famille du roi » était suspendue à travers la pièce principale. Mais ce qui attira le regard de Thomas, ce fut le nouveau cadre photo posé sur le manteau de la cheminée. À l'intérieur se trouvait un portrait d'eux 3, pris en ville juste avant l'audience. Thomas, droit et fier dans son costume, Kimi rayonnante dans sa robe neuve, et Naya, arborant un sourire doux et plein d'espoir qui adoucissait ses traits habituellement graves. Sous le cadre, quelqu'un avait ouvert la Bible d'Élise à un passage que Thomas reconnut immédiatement. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors que les voisins commençaient à arriver avec des cadeaux de bienvenue et des plats pour une célébration improvisée, Thomas observa ses filles saluer ceux qui, hier encore, étaient des étrangers, mais qui faisaient désormais partie de leur communauté élargie. Plus tard cette nuit-là, après le départ des derniers invités et alors que les filles dormaient dans leur chambre, qui n'était plus une chambre d'amis, mais bel et bien la leur, Thomas s'assit sur le porche, levant les yeux vers ces mêmes étoiles qui avaient été témoins de sa solitude quelques semaines plus tôt. « Nous avons réussi, Élise, murmura-t-il à la voûte céleste. Je sais que ce n'est pas la famille que nous avions prévue, mais je pense que tu les aimerais autant que moi. » Le bruit de la porte s'ouvrant le fit se retourner. Naya sortit, connaissant désormais son habitude de réflexion nocturne. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête et s'assit près de lui. Trop de pensées. Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant qu'elle ne prenne la parole. « Thomas, papa, je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais dit. » L'hésitation avec laquelle elle prononça le mot « papa » lui réchauffa le cœur. « Je t'écoute. » Le jour, à l'épicerie, quand ils m'ont attrapé en train de voler. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je t'avais déjà vu, plusieurs fois en ville. J'avais vu comment tu parlais aux gens, même aux gens de mon peuple, avec respect. J'avais vu comment tu empêchais les garçons blancs de jeter des pierres aux vieilles femmes. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « J'ai choisi cette épicerie parce que je pensais que, si je me faisais prendre, ce serait toi qui viendrais, pas les autres hommes. » Thomas la fixa, stupéfait. « Tu t'es fait prendre délibérément, par moi ?» Elle hocha lentement la tête. « C'était un risque dangereux, mais Kimi était malade. J'avais besoin d'aide. Je pensais, peut-être que tu avais un bon cœur. » « Tu as tout risqué sur cette croyance ?» Thomas soupira, touché par cette révélation. « Parfois, le cœur sait ce que l'esprit ne peut pas voir, » répondit Naya avec une sagesse bien au-delà de ses années. « C'est ma mère qui m'a appris ça. » Thomas passa doucement son bras autour des épaules de sa fille aînée et pour la première fois, elle s'abandonna contre lui sans la moindre hésitation. « Ta mère serait fière de la façon dont tu as protégé Kimi, » lui dit-il doucement. « Et je suis honoré que tu aies choisi de me faire confiance pour veiller sur elle. Et sur toi. » Au-dessus d'eux, les étoiles continuaient leur veille éternelle sur la petite maison où une famille improbable venait de voir le jour. Une famille formée non par le sang, mais par le choix, le courage, et par ce genre d'amour capable de bâtir des ponts au-dessus des plus profonds abîmes.